Non, je suis pas merci. Voilà, on va commencer la discussion avec Maëlys de Calangal. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là, d'avoir fait le voyage. D'habitude, là, à Bruxelles, c'est pas tout à fait ça. Et puis Emmanuel Levé, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être là, Emmanuel, pour parler, donc revenir sur ce livre, encore une fois. Vous en parlez depuis longtemps, mais je pense que c'est important de préparer l'émission. Un livre qui a été, que certains ont peut-être vu aussi au cinéma, mais qui a été adapté au théâtre, entre autres par Emmanuel Levé. Alors, on va peut-être commencer par une courte lecture, celle de la première page, qui intervient dans le spectacle. Il faut passer, vous ne connaissez pas par cœur. Mais je ne le connais pas par cœur parce que dans le spectacle, c'est Maëlys qui m'a fait le bonheur de le dire. Donc je l'entends tous les soirs avant de jouer, mais je ne le connais pas par cœur. Ce qu'est le cœur de Simon Larmand, ce cœur humain, depuis que sa cadence est accélérée à l'instant de la naissance, quand d'autres cœurs au dehors accéléraient d'eux-mêmes, saluant l'événement, ce qu'est ce cœur, ce qu'il a fait bondir, vomir, grossir, valser léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qu'il a étourdi, ce qu'il a fait fondre, l'amour, ce qu'est le cœur de Simon Larmand, ce qu'il a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de 20 ans. Personne ne le sait au juste. Seule une image en mouvement créée par ultrason pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre. Seul le tracé papier d'un électrocardiogramme déroulé depuis le commencement pourrait en signer la forme, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite, l'énergie prodiguée pour se comprimer près de 100 000 fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à 5 litres de sang. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations. Quand le cœur de Simon Larmand, ce cœur humain, lui, échappe aux machines, nul ne saurait prétendre le connaître. Et cette nuit-là, nuit sans étoiles, alors qu'il gelait à pierre fendre sur l'estuaire et les pays de Caux, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises, alors que le plateau continental reculait, dévoilant ses rayures géologiques, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui lentement se recharge, un pouls probablement inférieur à 50 battements par minute, quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnet luminescent sur l'écran tactile les chiffres 05, 50, et quand soudain tout s'est emballé. Merci. Merci Emmanuel pour cette lecture. C'est la phrase initiatrice, Maëlys, du roman. Ça démarre comme ça démarre presque comme une vague, et elle se déroule. Vous tenez beaucoup à cette idée de vague. On va parler d'adaptation théâtrale après, mais c'était comme un point de départ. Vous dites souvent ça, cette vague. Oui, je dis, moi il y a plusieurs manières de rentrer dans un livre, et c'est vrai que pour le coup, ce roman s'ouvre par une scène très ample et un peu comme un peu opéra, hein, c'est-à-dire tout d'un coup c'est la mer, l'hiver, un rivage, la nuit qui se lève, et puis cette session de surf et cette vague qui va être chevauchée par ce garçon qui va mourir. Et je pense que la vague, c'était l'image de la lecture, c'est-à-dire que la vague, c'est le pli, hein, c'est justement ce qui va se déplier. Donc c'est un motif philosophique assez important, ce motif du pli. C'est aussi un motif poétique qui me touchait beaucoup, parce que la vague, c'est aussi l'onde de choc, mais aussi l'onde sonore, l'onde des voix. C'est aussi un livre où les voix s'entrecroisent beaucoup. Il y a tout un réseau de voix où on passe beaucoup de temps au téléphone pour annoncer des choses à des gens. Et la question de la voix et comment elle se dépose, etc., est très importante. Puis c'est l'onde B du cœur. Hein. Tous les cœurs sont activés par une première onde. Donc il y a cette espèce d'onde très forte et cette espèce de surf. Et je me disais que moi-même, j'étais comme
le héros, c'est-à-dire qu'il fallait que je surfe la fiction jusqu'à la dernière page. Enfin, il y a un moment où on se met comme ça sur une ligne de crête, et puis c'est une question de tension, d'équilibre, et pour moi c'est une image qui m'a beaucoup portée, cette image de la vague. Oui, c'est comme ces surfeurs qu'on voit parfois à la télévision, c'est des images toujours impressionnantes d'ailleurs de ce surfeur qui est sur la crête et puis qui va jusqu'au bout, jusqu'à la plage. Votre roman va jusqu'au bout, direct, il est linéaire, c'est étonnant, souvent maintenant les romans sont souvent fragmentés. Le vôtre, pas celui-ci en tout cas. Pas celui-ci, oui, c'est vrai que c'est comme une trajectoire, c'est un processus, c'est unidirectionnel, c'est comme si on bandait un arc et qu'on tirait une flèche. C'est aussi simple. Alors cette vague, vous l'avez captée aussi, si je puis dire, parce que votre spectacle s'ouvre là-dessus. On se demande même comment vous faites, parce qu'il y a la voix off de Maëlys sur ce texte, et puis on vous voit sur un surf. Ça, c'est des trucs de mise en scène, mais ça commence aussi sur cette vague. C'était important. Oui, parce que justement, en décidant d'adapter ce roman au théâtre, il fallait, la première des choses, c'était de respecter son souffle, et à aucun moment je me suis dit que je pourrais en briser la chronologie, et il fallait essayer de garder un maximum de scènes. Maintenant, je crois que Maëlys, quand tu l'enregistres, ça fait 7 heures en lecture, donc il fallait que je ramène ça à un temps raisonnable de représentation. Donc en 1h30 de spectacle, j'ai forcément coupé beaucoup, mais il fallait commencer évidemment par cette vague, et parce qu'elle enclenche après ce chronomètre, c'est 24 heures, et il ne faut pas s'arrêter. Et le souffle qui est donné par cette première vague doit m'emmener sans temps mort jusqu'à la fin de l'histoire. Donc ça, c'était essentiel pour vous. C'est essentiel pour vous aussi le fait que vous ayez accepté qu'Emmanuel fasse cette adaptation, parce que vous avez reçu, j'ai eu plusieurs demandes d'adaptation. Lui, vous lui avez dit, je vous fais confiance. Alors, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que le livre est sorti début janvier, il y a 3 ans, 3 ans et 3 mois, et que moi je l'ai lu à la Maison de la Poésie à la mi-janvier, et qu'en fait, en sortant de la lecture, moi en plus j'avais un peu déraillé, j'avais lu pendant presque 2 heures. Emmanuel était là, et en fait, je ne le connaissais pas, on s'est salué, il m'a dit voilà, j'aimerais adapter votre livre, et il m'a déjà tendu un premier découpage. C'était assez impressionnant parce que le livre il était encore assez frais, hein. Enfin, il n'était pas en circulation depuis très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, on m'avait jamais fait de telles demandes pour d'ailleurs aucun de mes textes. Hein. Donc j'ai été assez étonnée et évidemment assez touchée, parce que quelqu'un qui veut adapter votre travail, ce qu'il vous dit en fait, et ce qu'il désigne à ce moment-là d'assez puissant, c'est qu'il décèle dans votre travail quelque chose qui va lui permettre de se reconfigurer dans un autre langage qui va être celui du plateau, du théâtre, dans une autre grammaire. C'est que ça salue l'énergie du livre, ça salue quelque chose qui existe dans ce livre, qui lui donne assez de force pour se projeter dans d'autres médiums. Et c'est vrai que j'ai immédiatement accepté, mais vous savez, j'ai pas dit oui, plus. En fait, Emmanuel est arrivé, personne n'avait jamais fait cette demande. J'ai dit écoutez, d'accord, on va pourquoi pas, d'accord, etc. J'étais assez touchée. Il se trouve qu'ensuite, Emmanuel m'a adressé plusieurs découpages, j'ai enregistré le prologue pour lui. Il a entièrement travaillé de son côté, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout intervenue sur les questions de découpage, mais voilà, il y a eu une espèce de regard que moi j'ai pu porter sur son travail. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est la lecture et c'est le découpage d'Emmanuel. Il y a eu un autre metteur en scène qui a également fait l'adaptation de ce roman. Et de la même manière, il a travaillé vraiment sur sa propre lecture et il a proposé un autre découpage. D'ailleurs, c'est pour 1h10, etc. Ça ne page pas 15% du texte. Hein. Donc en fait, ce qui va compter pour moi dans ces adaptations,
Ce qu'elle me montre, c'est comment un artiste se saisit d'un texte et le traverse et le lit lui et lui donne une forme qui est la sienne, c'est une forme de privatisation de ça. Et que, évidemment, le découpage d'Emmanuel n'est pas le même que celui de Sylvain Maurice, voilà, et le cinéma, c'était encore autre chose. Est-ce que je peux oser la comparaison presque d'une transplantation de texte dans un autre corps médiatique, entre guillemets? Oui, en tout cas, il y a une forme de transfert. Hein. Il y a le transfert d'un texte, en tout cas d'un langage à un autre, d'une grammaire à une autre. En tout cas, il y a un déplacement, il y a un mouvement. Le texte va faire mouvement vers le théâtre, alors qu'au départ, on est dans une narration dont la durée est bien excessive, il n'y a pas de forme dialoguée, etc. Et finalement, Emmanuel est là, pour parler vraiment du travail d'Emmanuel, il a eu tout de suite l'idée de lui porter les voix, et de porter toutes les voix du texte, quasi toutes. Et ça, c'était aussi une option assez forte. C'était son option, son choix, on va en parler. Emmanuel, c'était un vrai coup de foudre, parce que si le livre était encore chaud, si je puis dire, que vous l'aviez déjà adapté, c'était très vite. Vous m'avez dit que c'était une critique de Lydia Flem qui vous avait la puce à l'oreille. Oui, et j'ai eu l'occasion de la remercier ici, justement, en jouant au Théâtre des Tanneurs, là, en février. Oui, parce qu'elle écrit dans le Monde littéraire le 3 janvier 2014 la critique qui annonce l'apparition de Réparer les vivants le lendemain. Et le titre s'appelle Donner vie, et elle décrit évidemment toutes les qualités littéraires, le souffle, elle décrit un petit peu l'histoire de ce prélèvement, de cette grève, et surtout des questions philosophiques, éthiques, et essayer de donner un sens à la mort en continuant de donner un sens à la vie. Toutes les questions sont... tout l'enjeu du livre est dans cet article, et je suis déjà amoureux du livre avant de l'avoir lu le lendemain. Donc, parce que je suis à la recherche d'un texte à ce moment-là qui ait du sens et des qualités littéraires et qui puisse être un matériau de jeu. Et donc je lis le texte le lendemain, le 4 janvier, et je tourne chaque page en me disant c'est du théâtre. Là, il y a une écriture qui au-delà du plaisir que j'aurais moi comme acteur à dire ces mots-là et ce souffle, il y a un enjeu dramatique. C'est une tragédie, c'est l'origine du théâtre, il n'y a pas de souci là-dessus sur la... Effectivement, ça va être porteur d'émotion. Et au-delà de ça, ce scénario en 24 heures et ces changements d'espace et toute cette galerie de personnages, ça correspond à mon envie du moment qui est d'essayer de faire ce que j'ai jamais fait en 15 ans comme acteur, jouer tout seul. Vous jouez en groupe souvent. Voilà, en être en troupe. Et jouer seul, ça marche. Je pense qu'il faut des textes particuliers, notamment des textes où tout est décrit. Et après avoir lu le roman, j'ai lu beaucoup d'interviews de Maëlys et qui dit je me souviens, tu disais, je me campe dans une écriture où je décris tout ce qui se passe et les personnages existent par ce qu'ils font. Et ça permet juste une chose sur scène qui est que je suis un narrateur, je dis il se passe ça, là et là. Ici ça marche pas, mais si vous êtes dans un théâtre et que avec quelques jeux de lumière, et surtout cette convention qui est passée dès le début, j'adore ce pacte tacite entre des spectateurs et un acteur seul en scène qui est de penser tu pourras pas tout jouer, on le sait très bien, mais je vais y croire. Du coup je vais tout imaginer. Et la puissance supplémentaire de l'imaginaire face à un seul en scène qui demande une conviction, une force d'imagination plus grande encore que des acteurs qui font le quatrième mur en étant de profil par rapport à vous. Moi j'adore cet état-là de spectateur et j'étais heureux d'y passer comme acteur. Et donc je sens immédiatement qu'il y a là un matériau qui va amener, qui va faire théâtre. Et tout de suite, à la lecture, c'est l'idée du seul en scène qui est venue? Parce que je l'avais déjà avant aussi. Je me disais que j'avais envie d'essayer cette forme de théâtre que j'aime, et parce que, du coup, en tournant les pages, je me dis, mais elle est extraordinaire cette description de la première scène, et si je me dis,
moi je me mets debout sur un surf et je décris les émotions, la sensation. Maëlys arrête à plusieurs moments l'action et elle déplie la sensation, les émotions, chaque micro-action, fait des analyses psychologiques très fines d'un ping-pong comme ça entre un locuteur et un interlocuteur. Et ça, c'est un espace de narrateur qui est formidable. Et donc, je me suis dit tout de suite, je peux être debout sur un surf, décrire l'émotion que c'est, et peut-être que ça a une chance de passer. Et après ça, je mets une blouse blanche, c'est un col vieux comme le théâtre. Je suis. Il y a très peu d'éléments. Je suis à l'hôpital. Et après vient tout de suite, assez vite, la première scène avec Révolte qui est décrit. Donc voilà, comme ça, les personnages, les spectateurs savent qui est ce bonhomme qui se présente. Et une fois la description passée, arrive cette femme à l'hôpital. Et je me suis dit, mais vu la force de l'émotion qu'on a à la lecture, on est comme orphelin de cet enfant dont on apprend qu'il meurt tout de suite. On pense qu'il va mourir dans cette vague, mais le danger est ailleurs, il est quand il rentre. Et il y a cet accident de voiture. Et je me suis dit, il faut que le spectateur soit dans l'état dans lequel j'étais moi comme lecteur, c'est-à-dire que la vie s'est arrêtée, qu'est-ce qu'on fait? Et quelqu'un vient nous voir en disant, voilà, c'est une mort encéphalique, c'est particulier, vous n'arrivez pas à croire qu'il est mort, mais est-ce qu'on donne ses organes? Et cette question impossible, je me suis dit, mais c'est évidemment d'une puissance folle au théâtre, et si je viens avec la blouse, il ne faut pas que je fasse comme si quelqu'un était là, il ne faut pas représenter les parents, il faut qu'ils soient fantomatiques. D'ailleurs, Maëlys dit qu'ils sont d'un état d'avant les mots, comme des fantômes, enfin, et je me dis, il ne faut surtout pas les représenter. Et du coup, je m'adresse au public comme s'ils étaient ses parents, à qui il vient d'arriver ce drame, ou comme s'ils étaient présents dans ce bureau. Et les quelques réponses qui viennent sont diffusées depuis la salle pour faire comme s'ils étaient là. Voilà, vous êtes face au public et ça surprend. Alors je voudrais qu'on raconte quand même une anecdote, parce que vous l'avez monté à Avignon, dans le festival Off, si je ne m'abuse. Et le soir de la première, à la place de Marianne, qui est la maman de Simon, il y avait une certaine Maëlys. Vous êtes trouvée juste à la place de la maman, c'est quand même incroyable ça. Racontez-nous, vous l'avez fait exprès ou pas? Mais non, mais moi je savais pas du tout. Je savais pas du tout quelle allait être la configuration de la scène. On s'est placé, je suis venue avec mon mari voir Emmanuel, on s'est assis de manière à être bien placé, donc on était au centre, on était au centre d'un arc de cercle, 2-3 rangs derrière, et en fait, Emmanuel m'a dit ensuite qu'on occupait la place des parents dans l'espace du jeu. Et comment vous vous êtes senti à ce moment-là, quand vous avez vu le regard d'Emmanuel sur vous? Vous l'avez vu? Non. Moi, j'ai évité son regard. C'était pas possible. C'est une convention, je fais comme si les parents étaient au milieu de la salle, et effectivement, je regarde, j'avais répété ça, je plaçais la mère, Marianne ici, et Sean aussi, et c'était Maëlys et son mari. Donc évidemment, j'ai triché, j'ai regardé son épaule, parce que j'avais déjà suffisamment de travail. En plus, c'était un soir de première, donc c'est toujours délicat. Alors, Maëlys, dans ce roman, il y a 1000 choses, évidemment. Il y a notamment une belle étude, je trouve, de la vitesse, avec des changements de rythme, des silences, puis ça s'accélère, puis il faut ralentir. Est-ce que, selon vous, ça a bien été transposé au théâtre? Est-ce que c'est facile, transposable au théâtre? Parce que c'est très littéraire, ça, quand même. Moi, je pense que finalement, ce qui rend le texte théâtral, en fait, c'est effectivement le fait que la narration traverse plusieurs vitesses et plusieurs registres, et que la ponctuation du texte permet aussi une appropriation, encore que moi j'ai placé certaines vitesses à certains endroits du texte, en fait, et qu'Emmanuel aurait pu les bouger. Mais c'est vrai que dans ce livre, il y avait quelque chose de théâtral de toute façon qui était l'histoire d'une tragédie à l'envers, c'est-à-dire que dans
dans le théâtre tragique classique, la mort est l'issue de la tragédie, c'est-à-dire on sort de la tragédie, on sort de la représentation par la porte de la mort, notamment souvent le suicide. Donc ça c'est dans les tragédies raciniennes, mais pas les seules. Et du coup, là c'est inversé, parce qu'en fait on rentre dans la tragédie, la mort elle est tout de suite. C'est un livre où le début est tout de suite violent. Et ensuite, c'est le post-tragédie en fait. En fait, ensuite, on est à rebours de la tragédie, c'est-à-dire que c'est une tragédie qui est retournée, on rentre par la mort et en fait on va faire le chemin un peu à l'envers vers possiblement un éclat de vie, en tout cas quelque chose va être sauvé d'une mort à laquelle on assiste immédiatement. Et puis tout ça avec les 3 unités d'action, de temps et de lieu, puisque c'est 24 heures, c'est essentiellement l'hôpital, et puis c'est une action qui est la transplantation. Et en fait, donc, il y avait quand même quelque chose d'assez théâtral. Il y a tout un premier temps du livre que moi je visualisais quand même comme un temps des annonces, qui était quand même un temps assez long, un temps où il faut dire les choses, il faut annoncer. Et l'annonce, vous voulez, l'annonce comme parole, c'est pas une... Quand on annonce quelque chose à quelqu'un, on peut tous se faire l'expérience dans nos vies. C'est pas du tout le même. On est déjà sur un autre registre de parole. C'est pas du tout la même chose de dire tiens, salut, ça va, que d'aller dire à quelqu'un quelque chose dont on peut penser qu'il va affecter immédiatement son présent de manière émotionnelle. L'annonce, elle est toujours... elle est dure. Elle durcit quelque chose dans l'espace physique du langage. C'est que ce soit je viens vivre avec toi, on n'est pas là, etc. Quand on annonce quelque chose, on voit bien que le langage se prend un autre poids, etc. Donc il y a une tension. Donc ça, c'est un temps assez long. Les phrases devaient se déposer. En fait, c'était comme des dépositions dans un temps assez cru. Ensuite, c'est le temps des gestes, parce que la transplantation, elle s'organise, etc. À partir du moment où les parents disent il est donneur, ça s'organise. Et puis, il y a la fin du livre, le dernier tiers, on est dans une forme d'urgence. Donc, il y a déjà une vitesse qui augmente au cours du livre. On démarre un peu lentement dans ces espèces de chocs et de blocs de narration qui amènent des annonces. Puis il y a un temps du verbe comme ça qui s'étire, puis la transplantation, puis l'urgence. Et ça, je pense que ça permettait, ce jeu de vitesse déjà général sur toute la narration, puis après dans les blocs, permettait quand même à un acteur de se saisir du texte, je pense aussi. Je ne dis pas forcément qu'il aurait fallu qu'il le fasse comme ça, mais ça pouvait donner des lignes, en tout cas, ça pouvait donner des indications. Et je trouve que dans l'adaptation d'Emmanuel et dans son interprétation, puisqu'Emmanuel, il adapte, mais il interprète tout, c'est aussi... c'est-à-dire qu'il construit la temporalité, la durée du spectacle sur 1 heure et demie, mais en même temps, c'est lui qui incarne tout, qui interprète. Et pour le coup, son phrasé, la façon de placer les moments de l'argot, c'est-à-dire les moments où justement on freine, ça ralentit, il faut qu'on entende le silence parce que c'est dur et que il y a des paroles qui immédiatement éteignent tout et instaurent un silence parce qu'elles sont si dures ou si violentes que rien ne peut surgir après. Et puis il y a des moments plus descriptifs, où l'énergie est différente. Parfois il y a des moments d'excitation, de fébrilité. La fin est assez fébrile dans le livre. Et ça, je trouve qu'Emmanuel l'incarne totalement avec sa sensibilité, mais surtout son souffle à lui, etc. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de jouer les virgules, hein, c'est pas ce que je veux dire. Alors, oui, l'écriture, c'est un exercice solitaire, très intérieur. Le théâtre, c'est un art d'homme très fragile aussi. Donc, par exemple, le silence, c'est un sujet délicat qui peut susciter de l'émotion.
le vécu. Expliquez-nous un peu, parce que c'est un art vivant, le théâtre. Hein. Oui, et on sent très bien. J'ai fait une expérience d'ailleurs que j'avais pas imaginé ça avant. J'ai joué ce spectacle devant une assemblée de chirurgiens. Et le silence ne pesait rien. C'est-à-dire qu'on l'aurait enregistré, c'était un silence. On aurait enregistré une autre représentation où les gens sont émus, c'est le même silence. Mais en pratique, jouer devant seulement des chirurgiens, c'était ennuyeux pour moi, parce que ça n'avait pas de poids. Parce qu'ils n'apprenaient rien, ils sont habitués à ils se disaient oui, ça se passe comme ça au bloc, et peut-être que leur habitude à se préserver de l'émotion faisait qu'ils n'entraient pas suffisamment dans la dramaturgie. C'était perceptible. Là où un public mélangé de gens qui ne sont pas habitués au bloc vivent totalement cette histoire et le silence pèse. Et moi, mon plaisir d'acteur, il est là maintenant. J'ai d'ailleurs, je pense, rajouté peut-être 2-3 minutes de spectacle qui sont simplement des silences. Je pense entre Avignon, ça faisait 1 minute 20, 25. Bon, j'ai rajouté quelques phrases, quelques extraits, j'ai modifié des petites choses dans la mise en scène. Et on est à 1h30 de spectacle maintenant, dont des silences, parce que c'est là que se dépose. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai dû couper, évidemment. Mais quand par exemple Maëlys écrit dans le roman que Révol, quand il annonce ça, il a l'impression de donner une claque. Ces mots, c'est comme donner une claque. Je peux pas. Révol, pour expliquer, c'est le médecin qui annonce aux parents. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a plein de moments où ce qu'elle écrit, c'est comme de la direction d'acteur que dirait un metteur en scène en disant. Et il y a des phrases que je me répète en tête, mais qui passent par le silence. Et parce qu'il y a ce silence, le public éprouve, je sais qu'il éprouve à ce moment-là ce que Maëlys a écrit. Et parfois, en répétition, je disais ces phrases, et puis on se rendait compte avec aussi mon collaborateur, qui était Loïc Stein, avec qui je travaillais, il disait, mais si tu le dis, tu expliques aux gens ce qu'ils sont en train de ressentir. Et on se rendait compte qu'il fallait ne pas dire les choses, et que le silence allait les faire vivre. Et c'était plus important de se taire à ce moment-là. Et moi, ça me va très bien. Alors vous avez un avantage sur Maëlys, si je puis dire, c'est que vous la percevez, cette émotion de la personne qui reçoit le texte. Vous pas en fait. Vous écrivez, seul chez vous, peu importe, mais ce que ressent le lecteur, c'est très loin de vous. Ça vous frustre pas? Vous n'êtes pas jalouse d'Emmanuel? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je veux bien. Alors, en fait, moi j'ai quand même je pense que la différence, c'est plus que Emmanuel reçoit l'émotion des spectateurs, je vais dire, quasiment simultanément. Moi, c'est très différé, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un retour des lecteurs, il faut que le livre ait été achevé, travaillé, corrigé peut-être, qu'on ait pensé la couverture, etc., et puis qu'il ait été publié, et qu'étant publié, il ait suscité assez d'attention pour qu'il y ait par exemple une rencontre publique qui soit organisée, et qu'au cours des ans, voilà, et parfois donc ça vient 6 mois après. Mais sinon, c'est vrai qu'on écrit sans l'émotion du lecteur. Après, pour moi, je pense que c'est plutôt bien parce que l'idée d'écrire, je pense que je n'écrirais pas si j'avais le sentiment que je n'étais pas lue, c'est-à-dire que ce soit par une personne ou par 1000, c'est-à-dire que je pense qu'écrire induit un autre. Enfin, il y a un geste d'altérité dans l'idée d'écrire. Enfin, en tout cas, je peux comprendre, et je comprends très bien les gens qui disent j'écris pour moi, c'est moi, ça ne concerne que moi, j'écris pour moi. Moi, je pense que j'écris, mais que je n'aurais pas écrit longtemps si j'avais jamais. Enfin, vous voyez, je pense que le fait d'être lu, c'est important. Mais en revanche, ça n'est jamais cet autre qui a une emprise sur le texte. Et finalement, écrivant sans cet autre, sans son retour en simultané,
on écrit de manière assez libre, c'est-à-dire assez dégagée de l'impératif de plaire, de l'impératif d'émouvoir, de l'impératif d'intéresser. Et voilà, on est en fait un peu dans une espèce de solitude, mais qui intensifie le geste. C'est comme il y a une érotique de la solitude et du secret dans l'écriture. En tout cas, moi, je la ressens comme ça, parce que par ailleurs, je ne fais pas lire ce que j'écris du tout sur le temps de l'écriture. Je lis quelques passages à mon mari, mais en fait, c'est le seul, et c'est à la fin, quand tout est fini, etc., comme mon éditeur peut lire, mais sinon je suis quand même très seule avec ce texte, parfois pendant un an, etc. Et il n'est qu'à moi, c'est une espèce de secret, et c'est vrai que c'est un fonctionnement pour moi qui touche à un érotisme très fort, et il y a quelque chose de cet ordre pour moi, comme d'avoir une passion secrète et qui vous tient, que tout le monde ignore, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais par ailleurs, je pense aussi que ça me rend assez étanche à ce qui pourrait être les retours qui sont soit de la réassurance, dis-moi que c'est bien, soit des retours qui sont des formes de validation. Ça c'est non, mais là c'est pas assez émouvant, il faudrait que ça c'est trop difficile, là ta phrase elle est trop longue, et là il y a trop de mots, ça c'est trop difficile. Et voilà, du coup, je conserve de cette manière une forme de liberté. Emmanuel, en fait, le texte, il le dit, la pièce, il la joue, il la donne, il l'interprète, et finalement, il reçoit tout on time. Tandis que moi, c'est vraiment différé, mais par ailleurs, j'ai beaucoup de retours sur ce livre, et je trouve ça assez intéressant aussi de connaître de l'impact de ce que je peux avoir écrit, la façon dont ça a pu toucher les autres. Vous avez des retours quand même pendant l'écriture, en tout cas des dialogues avec les gens du métier, parce que vous documentez beaucoup, c'est pareil pour vos autres romans. J'ai l'impression que vous avez assisté à une opération de transplantation, c'était important pour vous? C'est important. J'allais dire c'est important pour moi parce qu'en fait, écrire un livre, tout d'un coup, ça vous donne accès à des lieux auxquels votre propre vie ne vous donne pas accès. Et que donc parfois, on peut dire, voilà, j'écris un roman sur une transplantation cardiaque, et puis tout d'un coup, le bloc s'ouvre et vous venez assister vous êtes admis dans une enceinte très secrète et très privée qui est le bloc opératoire. Mais en fait, en termes vraiment littéraires, ça a moins d'impact que ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que pour moi, la question, j'ai souvent d'ailleurs dit à Emmanuel, la question de la précision, la question d'une forme de vérité documentaire, ça joue, mais c'est pas ce que je veux atteindre. Ce que je veux atteindre, c'est la notion de vie. C'est-à-dire que pour moi, la question du roman, c'est la question de la vie plus que la question du réel tel qu'il est, tel qu'on peut, tel que je pourrais l'écrire. C'est-à-dire que je trouve que c'est le réel augmenté du langage, de la poésie, de la pensée, de l'émotion, etc. Et ça, pour moi, c'est la vie. Et j'ai pas du tout un travail, j'aspire pas à donner une représentation mimétique du réel. La question du réel d'une espèce de fidélité au réel n'habite pas mon travail. Ce qui me mobilise et ce qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est un travail qui a quelque chose de vivant, est-ce qu'il capte la vie du réel, est-ce que la langue peut dire ce qu'il est, quoi. Ça se déplace quand même. Les éléments de langage qui vous intéressent, c'est la même chose pour l'essence d'un pont. Emmanuel, on connaît certains comédiens qui, pour bien incarner, je sais pas moi, un policier, un commissaire, vont pendant 15 jours dans un commissariat. Est-ce que vous, pour bien incarner un chef de bloc opératoire, un médecin, un chirurgien, vous en avez suivi aussi? Est-ce que vous avez assisté comme
comme elle a une transplantation. Expliquez-nous un petit peu. Alors moi, j'en ressentais pas le besoin a priori parce que le livre est déjà tellement documenté et je voulais que ce soit ma seule source. Je trouve aussi que j'aime comme spectateur que les adaptations soient proches de mon sentiment de lecteur et que j'aime pas tellement quand ça se déplace et que je me sens un peu trahi et du coup comme en plus au moment où je choisis de faire ce travail j'assiste à ce décollage de ce livre qui devient très populaire et ce qui me donne la chance aussi de pouvoir aussi le produire mais assez longtemps après parce que les producteurs de théâtre étaient très ceux que je cherchais, ceux que je trouvais étaient très frileux parce qu'ils me disaient on a du mal à remplir nos salles alors avec du ton d'organe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, comment tu vas faire, t'es tout seul, là il y a plein de monde. Puis c'était ma première mise en scène, donc ils pouvaient légitimement se demander, moi-même je savais pas très bien, j'y allais par nécessité, par coup de foudre, par émotion et inconscience, donc je savais pas ce que ça ferait. Mais donc je savais juste qu'il faudrait pas faire le malin, s'effacer derrière ce texte, le transmettre. Et que ça pourrait redonner des émotions de lecteur avec la force du théâtre. Après, là, se sont posé des questions de mise en scène, où je me disais, tout ce que la mise en scène pourra raconter, je n'aurais pas à le dire. Donc je choisis la vidéo qui va afficher les heures, certains lieux, le son, j'ai fait des lumières, des battements de cœur, j'ai appris à faire des lumières, j'ai beaucoup travail du son, donc entendre un avion qui décolle, on sait ce qui se passe, avoir juste un carré de lumière au sol, la convention fait qu'on sait qu'on est dans un bureau. Donc là, je sais que je n'ai pas raconté ça. Et au bout d'un moment, arrivent les scènes de bloc opératoire dont j'ignore tout de la réalité. Et il y a aussi avant l'agence de la biomédecine, alors je leur avais posé des questions, je suis allé là-bas voir un petit peu, surtout je voulais savoir comment se passaient ces registres, et comme je savais que j'allais projeter l'ordinateur de cette femme, Marthe Carrard, dans le roman qui fait la répartition des greffons, je ne voulais pas projeter des conneries, tout simplement, parce que je trouve que ce livre a aussi cette force d'apprendre des choses sur notre société. Alors là, c'est la législation française, c'est l'agence de la biomédecine, et on sait que ça marche aussi au niveau européen, et je ressens ça d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours comme ça de spectateurs qui disent mais on apprend des choses sur sur comment ça se passe, c'est très politique, c'est un enjeu de société, et apprendre participe de l'émotion et de l'intrigue. Et donc je tenais à ce que j'allais indiquer soit juste, et donc j'ai demandé aussi à un chirurgien beaucoup d'informations, et aussi je voulais projeter des images de l'intérieur du corps, parce qu'on a réfléchi sur le héros du roman, c'est pas Simon, c'est peut-être son cœur, en tout cas c'est la vie qui se transmet. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre quelques images, mais qu'est-ce que c'est la vie? Comment on représente la vie? Et donc toutes les images qui sont projetées sont des images de l'intérieur du corps, y compris quand Marianne réfléchit à ce que vient de lui dire ce médecin qui Marianne Amand, qui lui dit les lésions de Simon sont irréversibles. Et donc là par exemple on projette une image d'une synapse dans le cerveau, donc c'est une photo, donc par définition une image arrêtée, mais c'est exactement ce que Maëlys travaille dans l'écriture à ce moment-là. Ça s'arrête dans le cerveau de cette mère, et elle essaye d'ailleurs de retenir le temps, et de revenir au temps de la vie d'avant, en pensant à Sean qui appelle à ce moment-là. Et bref, j'ai rencontré un chirurgien et à qui je posais aussi beaucoup de questions, et notamment pour moi, la mise en scène, savoir comment jouer, essayer de donner à imaginer ces scènes de bloc opératoire. Et à un moment, il m'a dit, mais viens en bloc, parce que je lui demandais comment c'était la circulation extracorporelle, où était l'infirmière, les soignants, et comment tout ça se disposait. Et je me suis retrouvé donc, au bloc opératoire, étonné de ne pas flancher, mais parce que précisément ils sont, comme tu le décris, en train de tromper la mort, à faire des blagues, jouer les choses. On n'a pas tellement intérêt, on est admis dans ces enceintes. Moi je me souviens, le coup de
de la romancière qui écrit sur la transplantation cardiaque, le chirurgien à la pitié, bon, c'était pas du tout son problème. Enfin, en gros, j'avais bien compris que si jamais j'avais envie de... Ils ont été très bien et très accueillants, mais vous voyez, il est hors de question de perturber la vie d'un service en ayant un petit malaise, etc. Donc, moi de toute façon, j'ai pas du tout ce type d'impossibilité, mais je me disais, il faut aussi se tenir à carreau d'une certaine manière, et j'étais assez impressionnée. Alors, c'est ça, on l'a compris, vous êtes seul sur scène et vous interprétez certains des autres personnages, mais pas tous. Il y en a beaucoup qui sont en silhouette, comme ça, qui sont esquissés, ou c'est juste une voix. Et là, ça rejoint peut-être le roman, parce que quand on lit un roman, on lit des personnages, on suit des personnages, et on se fait, chacun ici, chaque lecteur se fait une idée de ce personnage, ses cheveux, sa peau, sa voix. Et vous y parvenez un petit peu au théâtre aussi, parce qu'ils ne sont pas tous là, on n'a pas une galerie de personnages incarnés complètement, vous voyez. Moi, il y a des personnages que je ne joue pas du tout, et qui sont simplement des voix qui sont diffusées. Et ça m'amuse d'ailleurs après d'entendre des gens, des spectateurs qui me disent « Mais quand vous jouez avec telle personne ?» Et je leur dis « Mais attends, vous vous souvenez, vous avez vu le spectacle, je ne joue absolument pas cette personne, vous l'avez entendu, donc vous l'avez imaginé. Mais parce que je suis ce narrateur qui, c'est ce que j'avais dit effectivement, qui silhouette, je transforme pas beaucoup ma voix, je trouve qu'il fallait pas, tout à coup, je pense que je suis une femme sur le plateau qui joue tel personnage, ce serait indécent, pas du tout le but de ce genre de transformation. Alors qu'en donnant quelques signes, en silhouettant les personnages, on peut, alors que le support est toujours le même, vous pouvez mettre différents visages et différentes histoires sur cette forme. C'est une façon de rester proche de ce que peut avoir le sentiment d'un lecteur dans un livre. Alors la voix de Maëlys dès le début, pourquoi l'avoir mise Pour moi c'était important parce que précisément ça n'est pas du théâtre à la base, c'est de la littérature, c'est une langue très belle, très riche, à la fois lyrique, poétique et extrêmement concrète, pour pas dire cash par moment, une langue d'aujourd'hui, du XXIe siècle. L'un des gros mots parfois, il y a de tout. J'espère bien. La vraie vie avec toutes ses richesses, toute sa palette. Et je me disais, il faut que, en plus c'est vraiment un incipit, on est ailleurs. Et je me disais, il faut, en plus au théâtre c'est toujours un moment il faut, comme quand on va écouter des alexandrins, le cerveau il met 8-9 minutes, 10 minutes à comprendre que c'est normal de rimer et de parler en 12 pieds. Et au bout d'un moment, le cerveau s'y habitue et ça lui paraît normal. Au théâtre, il faut aussi un temps de décompression. Et donc, je procède ainsi, je mets le public dans le noir, on entend la voix de Maëlys, qui raconte aussi par là que c'est une femme qui a écrit. Alors, est-ce que l'écriture est genrée, ce sera un autre débat, mais c'est sa sensibilité à elle, c'est une femme d'aujourd'hui. Et moi j'arrive après avec ma voix d'homme et les outils du théâtre pour essayer de transposer ce qui est de la littérature en théâtre avec les moyens du bord. Alors, est-ce que vous n'êtes pas frustré aussi sur un autre plan vous l'avez dit, la lecture faisait 7 heures, c'est ça 7h20 quand même. Donc il a fallu le couper, il y a des pans du bouquin qu'on ne retrouve pas chez vous, description, je sais pas, par exemple la ville du Havre, qui est importante aussi parce que c'est une ville qui a été blessée et qu'on vient pendant la guerre et qui est réparée aussi, donc il pourra ramener au titre finalement, à mon avis. Ça c'est moins chez moi dans le spectacle, on ne le pas en fait, parce qu'il n'y a pas de place. Ça vous frustre pas ça? Non, c'est pas en termes de frustration. J'étais tout à fait au clair avec l'idée que voilà, moi je l'avais enregistré moi, le disque, enfin le livre intégralement, et je voyais bien le rapport de temps. Je crois que ça doit faire 7 ou 8 heures. Non, je voyais bien. Non, après je me disais, bon, c'est la manière dont Emmanuel lit, et c'est un montage en fait qu'il fait. C'est qu'on est tout le temps dans le texte, mais c'est un montage. Donc en fait, il réorganise
narration en remontant le livre. Et donc il y a effectivement il y a des parties ôtées, il y a donc de nouvelles césures en fait. Hein. C'est surtout ce qui m'inquiétait davantage, c'était ce qui allait être les chevilles en fait, hein, les liens, parce que le livre est déjà un peu dans une idée de shortcut comme ça. Hein. On avance par bloc, même si c'est un livre très narratif et toujours qui avance dans une seule direction, on a des blocs. Et d'ailleurs, le montage comme technique cinématographique, moi je l'importe beaucoup dans mon travail à moi, et je savais que ça allait être encore un montage qui sera encore plus direct. Ouais. Et voilà, par exemple, ça pouvait m'inquiéter, mais je me suis jamais dit mais pourquoi il n'a pas parlé de ça, et puis il a arrêté ça, mais pourquoi il a parlé de... J'ai vraiment... c'était pas du tout ma position, j'allais dire, intellectuelle par rapport à ce travail. J'ai pas du tout réagi comme ça. Et mes inquiétudes, elles n'étaient pas là. C'est pas, pour moi, c'était très clair qu'il adaptait le texte et que donc il y avait une autre forme, que ça allait avoir une autre forme. J'étais pas inquiète de cette envie. Il se colle au corps des personnages, si je puis dire, c'est vraiment ça, c'est ce qui reste. On est proche des personnages. Quand l'ambulance traverse la France, elle traverse en 2 secondes au théâtre. Voilà, après je trouve que ce qu'il faut dire, je trouve, c'est que la question, c'est d'adapter un roman au théâtre, parce que là, il y a une espèce de conflit de genre. Mes textes ne sont pas du tout dialogués, etc. Donc, c'est des narrations. Alors, et ça, j'ai trouvé absolument très radical qu'Emmanuel la question d'adapter un roman sur un plateau, ça soit pas du tout un problème, j'allais dire, de genre, qu'il n'avait pas finalement intellectuellement à aborder ça de ce point de vue-là. Enfin, il a été très libre. Mais alors, ce qui s'est produit, parce que ça, je voudrais quand même le dire, ça compte pour moi. Ce qui s'est produit, c'est que ce texte ce roman que j'ai écrit, il se retrouvait à mes yeux reconnecté à en fait son essence peut-être première, c'est-à-dire un texte qui pouvait être dit comme si à un moment donné on faisait signe à un temps archaïque, à un temps d'avant la littérature, d'avant les romans, et qui était un temps qui était le temps des aèdes grecques et puis d'une espèce d'oralité. Chanson de geste, vous dites. Ouais, une chanson de geste, et puis moi quand j'ai entendu Emmanuel, l'oralité de ce texte, elle me reconnectait à un temps qui est la naissance de la littérature, c'est-à-dire le moment où on raconte une histoire à un public et que les gens se rassemblent quelque part et écoutent l'un d'entre eux s'avancer au-devant d'eux et leur raconter quelque chose qui va les tenir en commun pendant un certain temps dans un même espace, possiblement les émouvoir et tout. Et ça m'émeut énormément. Ça, c'est un truc et ça me bouleverse beaucoup. Je trouve ça pas du tout... je me suis pas du tout habituée à l'aspect assez... à la radicalité de ce type de moment, en fait. Et du coup, ça a fait retour comme ça pour moi, cette histoire d'adaptation. J'avais l'impression que Emmanuel tout seul, faisant tous les passages, en fait, il nous dit quelque chose. Il arrivait et il disait, voilà, il est telle heure, il se passe ça et ça. Et là, j'étais assez médusée parce que pour le coup, cette connexion à un temps archaïque de la littérature, avant tout le bazar littéraire, etc., avant, c'est un peu ce que je trouve extrêmement stimulant à retrouver, une espèce de position complètement radicale et complètement simple. Voilà. Et ça, je trouve ça assez fort. Beaucoup plus comme ça, j'ai l'impression. Ça ramène au... Mais toi, tu l'appelles littérature, moi je l'appelle théâtre aussi. Cette personne qui vient se mettre
va y raconter. Et là où on n'a pas dit ça, mais tu disais tout à l'heure dans la rencontre précédente que le titre lie le texte au théâtre. Monsieur Tchekhov, puisque le Réparer les vivants est une traduction d'un passage de texte de Platonov de Tchekhov, où le Tchekhov, docteur lui-même, où il est posé la question au docteur, mais que faire Nikolai, sous-entendu qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et le docteur répond enterrer les morts et réparer les vivants. Et l'autre jour, j'ai fait une rencontre avec un psychanalyste qui disait que c'était intéressant que ce soit cette phrase-là de Tchekhov, parce qu'en réalité, c'est l'inverse qui se produit dans le roman, et c'est là le drame. C'est qu'on commence d'abord à réparer les vivants, et ensuite, on va enterrer le mort. Mais voilà, la science, le miracle moderne de la science a permis d'inverser cette chose millénaire, et qui participe du choc émotionnel des gens. Le titre, en fait, ouvrait déjà au théâtre, quelque part. Oui, et puis le titre, et puis aussi le fait que... alors ça, c'est Emmanuel le confirmer, mais quand même, quand moi j'écris, les personnages sont jamais hors sol, en fait, hein, c'est-à-dire que leur inscription physique dans un lieu, leur mouvement, leur déplacement, et pas forcément ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils manifestent, c'est quand même une option littéraire à laquelle je suis assez rivée, en fait. Hein. Et ça, pour moi, du coup, l'aspect très incarné, j'aimerais que ce que je peux tenter d'incarner dans mes livres, en termes d'incarnation physique, corporelle, d'expérience, etc., des personnages et de la fiction, pour moi, ça, c'est quand même des choses du théâtre, parce que le théâtre, c'est un art de l'incarnation et un art du corps. Et la littérature, en fait, bon, évidemment, c'est aussi du langage, etc., mais cette dimension d'incarnation, j'essaie de l'atteindre. Évidemment, c'est des tentatives, etc. On n'est pas toujours... on n'y parvient pas autant qu'on voudrait, mais le fait que ce soit très incarné, c'est-à-dire que ça passe par les corps, c'est quelque chose qui est hyper important. On n'est jamais... en tout cas, j'essaie d'éviter d'écrire des fictions hors sol, où les gens sont activés par des sentiments, etc., et qui ne sont jamais raccordés à un espace-temps ferme, fixe, un espace-temps qui les contient. Il y a beaucoup de corps d'ailleurs dans vos romans, c'est souvent très, très, très physique, corps jeune, des corps plus vieux, mais c'est important. Je pense à Kornishkin. Oui, ça c'était un peu le livre du corps pour le coup. Mais là, dans Réparer les vivants, c'est le corps. Alors c'est vrai qu'il y a cette inversion. J'écoutais ce que disait Emmanuel, et en même temps, moi je me disais, j'ai moi-même été pas mal interrogée sur l'aspect qu'est-ce que c'est que ces histoires de transplantation, l'histoire de la vie et de la mort, et que mon livre avait quelque chose d'extrêmement, d'une manière très positivant, que c'était une histoire où quelqu'un allait survivre, etc. Et en fait, je me disais, oui, que je dis pas, il n'y a pas d'optimisme, mais c'est vrai qu'il y a une forme de positivité qui est très liée au corps, qui est toujours dans mes livres un élément moteur de l'action, et donc un peu en position comme ça, un peu porteur d'une forme de positivité, d'autant plus que là, finalement, pour moi, c'est très clair que ce garçon, il est mort, et il est irremplaçable, et c'est irréparable. Ça, c'est irréparable. À jamais. Mais finalement, de son corps, quelque chose est sauvé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, je me disais récemment, comme quoi, c'est un sauvetage, en fait. On va sauver quelque chose, un petit mouvement, une pulsation. On va sauver ça, et
et on arrache ça, et en fait, il y a quelque chose qui est sauvé. En fait, et pour moi, c'est l'intensité dramaturgique, elle est vraiment là-dedans, dans ce geste-là, et aussi dans la... Et ce qui donne l'aspect d'ailleurs aussi assez spectaculaire, parce que ce sauvetage, il n'est pas... il s'incarne dans un processus, et dans des gestes, et donc dans des mouvements. Mais pour moi, c'est vraiment... je me disais, voilà, je disais, c'est pas optimiste, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'action qui est posée et qui est ce sauvetage. Ce livre est sorti il y a quelques années, on sent qu'il vous porte encore. Vous écrivez des livres depuis, mais avec passion. Pour en parler pendant des heures, on va devoir conclure malheureusement. Un dernier mot, le spectacle aussi fonctionne très très bien depuis 2 ans. Il tourne, il est venu en Belgique, mais je crois qu'il continue de tourner. Comment vous expliquez cet incroyable succès? Moi, je suis... Il y a des critiques pour les deux. Mais moi, je suis assez certain que cette forme de théâtre qui est particulière, de seul en scène, quand on n'est que au service d'un texte et que c'est au spectateur de faire quasiment autant de boulot que moi à tout imaginer, quand on fait confiance au spectateur, quand il est si actif et qu'il voyage autant, voilà, il ressent, il a fait un voyage. Et puis au-delà de ça, je trouve que moi, une de mes explications au succès bien légitime de ce roman, au-delà de ses qualités littéraires, d'écriture, de sujet, de toutes les qualités du livre, c'est aussi dans la réception de tous les lecteurs, parce que j'entends énormément comme retour des spectateurs, c'est que ça fait du bien parce que c'est l'inverse le don d'organes, c'est l'inverse de nos modèles de société qui prônent le fric, la célébrité, et où on cherche un sens à tout ça, et il n'y en a pas. Et le don d'organes, c'est gratuit, c'est anonyme, et ça a du sens, ça donne la vie. Et qu'on a un système de santé sur des techniques récentes, puisque ça n'existait pas il y a quelques décennies, les grèves cardiaques notamment, on a des gens qui ont des vocations, qui sacrifient leur vie de famille, on le voit dans le roman, ou qui se sont dédiés à ça, qui ont été des aventuriers complètement fous, qui ont testé ça sur des animaux, qui ont mis au point ces choses-là qui aujourd'hui sauvent des vies, et savoir qu'il y a 2 avions chacun qui sillonnent le ciel en emmenant des organes pour que la vie se propage, voilà, ça fait un bien fou de savoir que cette société-là, en plus avec une sécurité sociale, un système pourtant qui ne va pas bien, mais avec des infirmières qui ne sont pas assez reconnues, etc. Mais voilà, on en est là, comme tu écris souvent, on en est là, et c'est pas si mal. Et ça fait un bien fou des parents fassent ce choix-là, et que ces questions douloureuses, cette confrontation à la mort qu'on refuse, une fois qu'on s'y colle, il y a du sens. Allez, on va rester sur cette note positive. Ça vous dit bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés ici. Merci infiniment.